Bonjour ou bonsoir à vous tous et c'est Le Monde en 7. Nous sommes le samedi 9 mai 2026. Voici les sujets qui ont retenu notre attention dans l'actualité de la semaine. Nous parlerons d'abord de la République démocratique du Congo. On va parler de la question du troisième mandat. Félix Tshisekedi n'écarte rien du tout. Nous irons ensuite du côté du Tchad évoquer cette attaque terroriste que Boko Haram, la secte Boko Haram revendique. On parlera ensuite en deuxième partie du Sénégal où le duo au sommet de l'État se fissure davantage. Et le dernier sujet, ce sera le Togo. Nous allons évoquer la condition des journalistes à la journée du 3 mai dernier qui était consacrée à la célébration de la journée de la liberté de la presse a donné lieu à des appels de part et d'autre à l'amélioration des conditions de vie et de travail dans la presse togolaise. J'ai trois invités aujourd'hui pour faire ce débat. Komi Mayaba. Komi Mayaba, bonsoir. Bonsoir Samuel, bonsoir aux fidèles auditeurs, enfin aux fidèles téléspectateurs du Monde en 7, actuellement qui nous suivent à travers le monde. Merci aussi pour l'invitation, ça fait un bon moment. Un bon moment, On s'est retrouvés ensemble pour le débat et je suis très heureux pour la convive de cette émission. Mais merci d'accepter l'invitation. Vous êtes le directeur de publication de l'hebdomadaire Le Symposium. À côté de Komi Mayaba, Akleso Eso est avec moi. Il est consultant en communication et coach. Bonsoir Akleso. Bonsoir Samuel, bonsoir Luc, bonsoir Mayaba et bonsoir à tous les téléviseurs de New York. Je suis ravi quand même de venir encore une fois démontrer ce qu'il faut au niveau de la population, ce qu'il faut au niveau de l'État. Je veux profiter pour faire un coucou spécial au commissariat de Forever. J'ai été là-bas pour des services, l'accueil, je ne l'ai jamais vu dans un commissariat comme ça. Ils couraient autour de nous pour nous servir. Même après on te dit, c'est fini, où tu en as d'autres, les vieux sont servis d'abord, les vieilles aussi sont... Bon, il y a un dynamisme que je n'ai pas encore vu dans nos commissariats, donc félicitations à eux. Je ne sais pas si c'est le commissaire qui a mis ça en place ou c'est peut-être le capitaine, mais félicitations à toute l'équipe qui a quand même satisfait tous ceux qui sont venus. Et le dernier invité, c'est Louis Kamako. Louis Kamako est journaliste, directeur, rédacteur en chef. Bonsoir Louis Kamako. Bonsoir chers confrères, bonsoir mes déco-débatteurs que je retrouve au plateau après plusieurs mois. Merci à tous d'être notre invité. On va commencer avec la République démocratique du Congo. Le président Félix Tshisekedi a accordé une interview à la presse au cours de laquelle il s'est prononcé sur plusieurs sujets de l'actualité. La question qui est revenue au cours de cet entretien est justement la question de la modification de la Constitution. Le sujet est sur la table. Le président a estimé qu'il appartiendra au peuple de se prononcer sur le sujet et justement sur la question du troisième mandat éventuellement pour lui. Je voudrais que nous puissions, avant de faire le débat, écouter Félix Tshisekedi dans ce court extrait. Je n'ai pas sollicité le troisième mandat, mais je vous le dis, si le peuple veut que j'ai un troisième mandat, j'accepterai. Moi, si changement, révision, tout ce qu'il y a doit se faire, ce ne sera jamais sans consulter la population, le peuple congolais, c'est-à-dire par référendum. Voilà donc les propos du président. Si le peuple le souhaite, Félix Tshisekedi donc a tenu ses propos devant la presse. On a même entendu des acclamations dans la salle. Louis Kamako, si le peuple le souhaite, qu'est-ce que le président entend dire par là? Le président veut nous faire comprendre qu'il est attentif aux aspirations du peuple congolais. C'est tout simplement ce qu'on veut nous faire comprendre. Mais quand vous scrutez un peu de près l'actualité congolaise, vous allez vous rendre compte que cette information-là ne doit surprendre personne. Parce que cette semaine même, le lundi, il y a eu cette marche de soutien dans les rues de Kinshasa où des milliers ou bien des centaines de Congolais ont manifesté en la faveur d'une décision prise par Trump qui a demandé à ce que Joseph Kabila soit condamné en soutien pour le soutien qu'il apporte en fait au groupe rebelle dans l'est du Congo. Et donc on a vu dans la foule beaucoup de Congolais, beaucoup de ces militants, militants pro-pouvoir. On rappelle que la marche a été organisée par des militants pro-pouvoir qui ont exprimé ouvertement le besoin de voir Félix Tshisekedi continuer pas à conduire les affaires. Donc je pense que c'était pour Félix Tshisekedi et l'ensemble de ses militants, c'est une façon
de tâter le terrain. Et donc, la marche de lundi a servi de test justement pour voir la réaction au sein de la population. Donc, je crois que quand il parle du peuple, il parle de ces militants-là qui sont instrumentalisés. Moi, je le dis comme ça, il parle de ces militants-là qui sont instrumentalisés, ces militants-là que lui-même il envoie au charbon, ces militants-là aujourd'hui qui brandissent comme ceux-là qui essaient justement de venir lui faire la cour. Parce que c'est de ça qu'il est question. Parce que sous d'autres poseront la question, c'est qui le peuple? À qui appartient le peuple? Il y a combien de peuples? Donc je crois que si on n'arrive pas à répondre à ce genre de questions, je trouve que le président, il s'inscrit tout droit dans la dynamique de celui-là qui veut une fois encore violer les constitutions. Et s'il le fait, je pense qu'il va s'illustrer en champion dans la violation flagrante des textes en vigueur. Parce qu'on se rappelle déjà qu'en 2017, le 1er février 2017, quand il était porté à la tête de l'UDPS, c'est son parti politique, il n'était pas le militant approprié. C'est juste parce qu'il était dans l'ombre de son papa, de son père Etienne Tshisekedi, quand il était décédé en 2017 au Bruxelles. Donc je pense que c'est au Fawcett qu'il a été remplacé à la tête du parti contre vents et marées. Et donc on a vu la suite des événements. Il a été candidat à l'élection présidentielle de 2018, qu'il a remporté avec le soutien de Joseph Kabila, qui pensait justement avoir en lui un homme confidentiel ou bien un homme providentiel. C'est-à-dire que Kabila pensait qu'à cette époque-là, il trouvait un successeur sur qui il pouvait compter pour que ses arrières soient protégés par la suite. Donc, on a vu, et même pour sa réélection, le débat restait toujours ouvert. Beaucoup de gens vous diront qu'il n'a pas gagné les élections en 2023 et que le principal gagnant, ou bien celui qui a gagné, c'est Martin Fayulu. On a vu beaucoup de rapports de la CENCO, la conférence épiscopale nationale du Congo, qui avait déployé pas mal d'observateurs sur le terrain qui ont constaté justement les résultats proclamés à l'époque par la Commission électorale nationale congolaise. Donc, c'est pour vous dire aujourd'hui que si Félix Tshisekedi nous dit qu'il n'exclut rien, le titre même en dit non, il n'exclut rien, ça veut dire que non seulement il est prêt à violer la Constitution, parce que quand vous prenez la Constitution en vigueur, on vous dit que le mandat présidentiel est de 5 ans renouvelable une seule fois. Et donc, il finit normalement son mandat en 2028. Et donc là, ça veut dire qu'il va restituer la Constitution. Aujourd'hui, le pouvoir, il a les moyens pour arriver. Et après, s'il dit qu'il n'exclut rien, ça veut dire qu'il est même prêt à marcher sur des corps pour parvenir à un troisième mandat. C'est en cela que ça devient dangereux. Alors, est-ce que ce qui donne au président Tshisekedi de tenir ce propos, c'est la perspective de modification de la Constitution qui se dessine? Disons que oui, d'un point de vue et non d'un point de l'autre aussi. La Constitution congolaise dit que le président peut aller 2 fois et il ne va plus... Bon, premièrement, il est élu, la seconde fois, c'est fini. Mais la Constitution dit également qu'en temps de guerre ou de siège, qu'il n'y a pas élection. Et quand la Constitution dit ça, voudrait dire que tout ce qui se passe maintenant en RDC ne permettent pas pour qu'il y ait élection. Dans une partie de la RDC. Oui, la Constitution a dit une partie du territoire, c'est ce que la Constitution dit. Seulement que... C'est savamment fait, parce qu'avant, il n'y avait pas eu d'élection dans cette partie, mais il avait été déclaré. Oui, c'est ce que je dis. Moi, je parle de l'aspect légal. Maintenant, la Constitution dit que c'est uniquement les députés qu'on ne peut pas dissoudre, que l'exécutif peut partir, mais les députés vont aller. Et en plus, ce qu'ils ont mis de spécial dans leur Constitution, l'état d'urgence, c'est 30 jours. Et après, on vous donne 15-15. C'est pas comme... Ça voudrait dire qu'il n'y a pas une marge que le président puisse rester, quel que soit à alpha et bêta. Donc, la Constitution, même si elle dit qu'il n'y a pas d'élection, le président ne peut pas faire autre que son mandat à part 1 mois ou 2 mois. Donc, c'est dans cette perspective qu'on est. Maintenant, ce que le président dit aussi, c'est la Constitution également qui prévoit le référendum chez eux. Donc, si il dit que ce n'est pas un référendum qu'il peut s'imposer parce qu'il reste encore 2 ans, si j'ai bon moment pour lui, pour le moment, ce n'est pas la troisième mandat le troisième plutôt qui se profile à l'horizon, mais ce qu'il est en train de dire, si le peuple veut. Et c'est maintenant qui est peuple qu'on doit définir, parce que moi je l'ai déjà dit, chaque militant
de tous les partis politiques, c'est eux tous qui constituent le peuple d'un État. Maintenant, quand chacun tire vers son côté, ce sont ces militants, ce sont les membres de son parti et non le peuple. Ça veut dire que même quand on va en RDC, tout ce que l'opposition va traîner, ce sont pas on ne peut pas les appeler le peuple, mais ce sont les gens qui sont à obédience de l'opposition. C'est eux. Donc, c'est quand les deux entités, opposition et mouvance, c'est quand les deux peuples, les deux militants se réunissent qu'on peut trouver le peuple dans ce cas. Mais moi, je ne suis pas étonné par rapport à ce qui se passe parce que je sais que c'est la modification de la Constitution, comme tu as demandé, qui veut faire. Mais moi, je ne peux pas m'étonner que si ça se passe sous d'autres cieux, on ne dit rien. Et Doumbouya l'a fait. On a trouvé normal. Il y a une élection qui s'est faite, Doumbouya a gagné, a modifié. Et le Burkina l'a fait. Le Mali l'a fait. Bon. Je pense que ce sont des pays qui ont connu des coups d'État. Oui. La RDC ne connaît pas de coups d'État. Non, la RDC a un régime spécial, c'est que il y a la guerre qui se passe sur son territoire et le président peut mentir. Mais je l'ai déjà dit que même si la Constitution ne peut pas dresser, pour tout le monde peut dire que c'est pour... Mais comme tu l'as aussi évoqué, la guerre des RDC ne date pas d'aujourd'hui. Ça veut dire que peu importe ce qu'il y a, il doit partir. Donc c'est le lieu où le président africain doit être sérieux envers le peuple. Parce que rien n'augure de bon et s'il reste. Parce que tu vas voir qu'on va délaisser Kivu et Konso là et il y aura d'autres théories dans le milieu. Moi, je pense qu'il faut qu'une bonne fois pour toutes, les présidents africains prennent conscience qu'en fait, qu'ils ne sont pas de la providentielle, ils ne sont pas des divins pour décider ce qu'ils doivent. Il y a toujours quelqu'un qui peut résoudre le problème, donc qu'ils viennent et qu'ils partent. Tshisekedi sait très bien qu'il est malvenu. D'abord, il n'était pas politique, puisque nous savons très bien que c'est dans les bois de nuit de Belgique qu'il restait et qu'on l'a catapulté pour venir être président. Donc, qu'il ne s'accroche pas à ce qui ne lui était pas précisé parce que tu n'es pas politique et laisse que les choses aillent mieux. Moi, je sais que c'est peut-être de Kabila, tout ce que Kabila fait, c'est pas bien, mais quelqu'un d'autre peut venir à part Tshisekedi et Kabila, donc il peut le laisser et partir. Parce que quand il reste, il risque de salir encore plus son nom en faisant des grincements dedans. D'accord. Comme Mayaba, Félix Tshisekedi, je pense que Louis l'a rappelé, c'est le fils d'Étienne Tshisekedi. C'est l'homme qui s'était battu pour la démocratie en RDC, notamment la limitation de mandat. Quand il entend son fils dire ça aujourd'hui, il doit se retourner dans sa tombe? Non, c'est une erreur gravissime. C'est une erreur parce que je pense qu'aujourd'hui, dans la mémoire collective du peuple congolais, il y a une question qui reste. Et puis, les gens se posent aussi, se demandent comment est-ce que cela pouvait en arriver. Alors, vous savez, avant que Tshisekedi n'accède au pouvoir, là, vu qu'il y a eu des conciliabules qui ont été menés, il y a eu un opposant qu'on appelle Faïlou qui était farouchement opposé à Kabila et dont tout le peuple congolais pensait que c'est le meilleur homme qu'il fallait pour le peuple congolais. Aujourd'hui, on le dit, il fallait le moindre mal parce que le radicalisme ne paye pas, je le dis toujours. Il fallait changer la main. Et Tshisekedi, qui était plus ou moins modéré que Faïlou, Kabila a préféré céder son pouvoir à Tshisekedi. Aujourd'hui, il se trouve que ce monsieur est venu avec les convictions qu'il avait en accédant au pouvoir ne sont pas les mêmes. Parce que si on nous disait aujourd'hui entre Tshisekedi et Kabila, il doit y avoir cette torsion-là qui va brûler jusqu'à ce que Kabila soit contraint à l'exil et soit poursuivi pour des crimes dont on lui attribue et personne ne comprendrait. Mais ce qui est encore curieux, avec le discours de Tshisekedi aujourd'hui par rapport à la donne qui se présente, notamment la modification constitutionnelle qui se profile à l'horizon parce que ce n'est pas dit concrètement, et ce n'est pas nouveau sur les cieux du continent africain. Aujourd'hui, quand les gens commencent à parler de le peuple, si le peuple demande, je suis obligé de le faire, on sait quel peuple, chacun a son peuple. Et c'est là qu'il devient un peu paradoxal dans la mesure où, quand Kabila aujourd'hui dit ça, veut dire qu'il est prêt à une modification constitutionnelle. C'est-à-dire qu'il y a un agenda qui est caché derrière parce que le code, pas le code, c'est-à-dire que la constitution actuelle ne lui permet pas de se représenter. Alors, mais il est prêt à aller à un référendum pour une modification constitutionnelle. C'est ce que cela voudrait dire. Alors, quand les propos comme ça sortent d'un président,
qui se dit enclencher ou engager l'État ou le pays dans une voie de démocratisation. Or, dans ce pays, nous connaissons, nous connaissons comment l'atmosphère n'est pas trop tendre avec les rebelles qui sévissent au nom du Kivu, où notre président du Conseil actuellement est sur tous les fronts pour mener la médiation entre le RD Congo et puis Rwanda. Il y a bien de questions à se poser à bien des égards pour que chacun puisse s'interroger sur l'avenir des États ou des présidents ou des chefs d'État africains qui veulent s'accrocher toujours au pouvoir. La deuxième inquiétude, c'est que ce qu'il est en train d'estimer, je pense qu'il y a encore il faut mettre un peu de bémol par rapport à son attitude, puisque un pays le plus vaste en Afrique, qui regorge des ressources minières, mais le taux de pauvreté à pratiquement 60%, je crois qu'il y a beaucoup de questions à se poser en ce qui concerne la gestion même du pays. Mais quand cela ne tient, je crois que rien ne peut le freiner dans son élan en ce qui concerne ses projets de modification constitutionnelle, mais également avec le soutien des puissances, parce que derrière, il y a des puissances aussi qui voudraient le faire maintenir au pouvoir. Avec les États-Unis, exactement, pour pouvoir assouvir à certains besoins, il y a certains vastes besoins, mais je pense que rien ne viendra comme ça sans qu'il y ait des soutiens derrière, des soutiens extérieurs derrière, pour que le peuple congolais ne puisse encore souffrir de ces affres-là. Louis, Félix Tshisekedi connaît l'histoire de son pays. Il sait que, par exemple, avec son prédécesseur, il y a eu ces velléités et on connaît toutes les crises qui ont suivi. Est-ce que c'est un homme qui, aujourd'hui, est prêt à engager un bras de fer avec l'opposition, avec le très puissant ou la très puissante Senko et toutes les composantes de la société sur ce sujet? Non, déjà, le bras de fer est déjà mis en ébranle, s'il faut le dire ainsi, parce que quand vous voyez ce qu'il dit aujourd'hui, quand on nous dit, vous avez bien dit qu'il connaît bien la situation, surtout socio-politique de son pays, c'est-à-dire on parle de cette crise-là qui s'est vue depuis belle lurette dans l'est du Congo. Et cela fait revenir le calme et la sécurité et la sérénité dans l'est du Goma faisait partie d'une des promesses de campagne de Félix Tshisekedi. Donc si aujourd'hui il est en train de nous brandir cet argument selon lequel il ne peut pas avoir d'élection parce que ça ne permettrait pas à tous les Congolais d'aller choisir librement leur candidat, ça veut dire qu'il est en train de se jauger à travers cette prise de parole-là. Parce que, comme je l'ai dit, ça faisait partie de ses promesses de campagne. Et malheureusement, la situation était délétère de la sorte, mais ça n'a pas empêché sa réélection en 2023. Donc, ça veut dire que c'est un manque de volonté qu'il y a de la part d'un président sur qui beaucoup de gens comptaient. C'est pour ça que j'épouse l'idée de Mayaba que, en tout temps, le choix a été porté sur Tshisekedi parce que beaucoup pensaient qu'il était moins radical, il était modéré et que compte tenu de la situation sociale déjà très critique, il ne fallait pas justement en ajouter une crise politique. Donc il va falloir trouver quelqu'un qui fait un peu de compromis, qui est dans le consensus. C'est pour ça que le choix a été porté sur Tshisekedi. Mais aujourd'hui, je pense que les Congolais vont le regretter parce que pour eux, c'est le choix entre le sorcier et le voleur. Donc, je crois que Tshisekedi va faire son troisième mandat et parce qu'il a toutes les mallettes. Devant lui, c'est le champ de maïs, comme on le dit souvent. Et parce que le principal opposant, Fallou Maliga, on n'entend plus parler de lui. Et celui qui aussi devait peser dans la balance, c'est Joseph Kabila. Mais aujourd'hui, il y a tout un rouleau compresseur qui est dressé contre lui. Il y a ce soutien-là que Tshisekedi même a de la part des puissances étrangères, notamment les États-Unis qui ont même signé un accord minier avec la RDC en appui de faire revenir le calme dans l'est du Congo. Donc aujourd'hui, il y a tous ces piliers-là, il y a tous ces éléments-là, il y a tous ces facteurs-là qui jouent en faveur de Félix Tshisekedi. Donc ça veut dire tout simplement que quelqu'un qui connaît l'histoire du peuple congolais, mais qui n'a pas manifesté cette volonté-là de faire changer les choses. On risque forcément d'aboutir à une crise politique?
Ça, c'est inévitable. Je pense que ça peut même aller au-delà des crises politiques parce que même si Louis Kamakou pense que la voie est balisée pour lui, il peut surgir au dernier moment un opposant farouche qui est contre tout ça là. Et vous connaissez nos populations. Quand quelqu'un s'oppose, quelqu'un défie la mouvance, c'est à ce moment que d'autres veulent se lancer dans la main. Donc moi je pense que ce n'est pas bon, c'est de mauvais augure. Peu importe le contrat qu'il y a, parce que les contrats dans le droit sur la continuité de l'État, même quand tu pars, celui qui vient assure toujours, ce n'est pas forcément pas toi, parce qu'un État est un État, ce n'est pas un individu, donc il peut partir. Mais moi je ne préfère pas détourner nos présidents en indexant souvent les puissants étrangers. Ouais, les puissants étrangers sont comme des hommes d'affaires. Nos présidents sont les gens qui sont mauvais avec le peuple. Quel que soit ce que l'étranger cherche, c'est que ce n'est pas au prix des vies humaines de ta population. Quel que soit, moi je me dis qu'il a déjà passé, ou il est en train de passer déjà son deuxième mandat. Qu'est-ce qui c'est de bon? Donc, que nos présidents, peu importe que ce soit pour le coup de terre qu'on soit là, évite de martyriser la population et les instrumentalisent par rapport à cela. Vous allez voir, moi je le dis, ce n'est pas que dans les pays où il y a un coup de terre qu'on soit là. Mais Samuel, quand vous prenez toute l'Afrique de l'Ouest, et je ne dis pas que c'est la pire zone, la zone la plus, mais il y a les autres zones. Mais vous allez voir que chaque président prend une partie de la population qu'il appelle le peuple, et quand on donne l'argent à ces gens, ça se fait au Togo aussi comme ailleurs, les gens la manifestent et puis on dit que c'est le peuple. Mais c'est pas ça. Il faut voir sur le niveau de vie tout ça. Moi, je me dis que les conseils de Tshisekedi, puis je suis abasourdi de constater qu'il y a des acclamations, des ovations dans la salle. Parce qu'il y a des gens qui ont déjà pensé à leur intérêt, qui doit être pérennisé. Donc, ils applaudissent. Moi, je suis correct par rapport à ça. Il faudrait qu'une bonne fois pour toutes, nos présidents prennent conscience que ce sont des humains, ce sont des gens qui disent non, des animaux, peu importe leurs intérêts. Donc, cette crise va aboutir à une crise humaine. Moi, ça ne va pas s'arrêter sur le plan parce que nous connaissons déjà la RDC. Quand ça commence, entre Tshisekedi et Kabila, il a fallu... on a évité la guerre sous peu. Pas de l'interventionnisme des puissances et de l'Union africaine. Donc, il faudrait que des gens arrivent à faire raisonner Tshisekedi. D'abord, il n'a pas été le meilleur président de RDC parce qu'il n'a rien changé. Qu'il parte et quelqu'un d'autre vienne. C'est tout. C'était justement sur l'un des aspects de son bilan, c'est l'aspect sécuritaire. On se rappelle cette phrase qu'il avait même dite, c'est que je donnerai ma vie pour le retour de la paix dans l'Est. Il est toujours vivant, mais la paix n'est pas revenue dans l'Est et il sollicite un troisième mandat. Sur quel bilan? Ah oui, vous savez, c'est des promesses, hein. Vous savez, c'est des promesses de campagne, souvent qui ne riment pas avec les réalités sur le terrain. Malheureusement, c'est ça qui est un peu curieux. Hein. Le plus souvent, pour les chefs d'État qui viennent au pouvoir avec des promesses de campagne, ils viennent après le bilan, il est un peu mitigé, on n'arrive pas à catégoriser pour voir ce que vous avez fait, est-ce qu'il y a eu des progrès. Il y a des avancées dans vos propos d'avant et par rapport à ça, c'est juste un bilan. Malheureusement, on vient avec toute une panoplie de promesses qui n'arrivent pas à se réaliser. Moi, ce que je déplore ou je condamne souvent, c'est lorsque Tshisekedi est arrivé au pouvoir, sous lui, vous avez vu, il y a eu plus de situations malencontreuses avec les rebelles qui réclament au nord Kivu, c'est-à-dire dans l'est de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, il y a même Kabila, quand il s'était rendu pour rencontrer les chefs rebelles pour discuter, il a été victime d'un certain nombre de choses, on l'a accusé de tout. Donc je pense qu'aujourd'hui, la position de Tshisekedi par rapport à sa vision, sa vision de modifier la constitution pour se représenter, rien ne peut l'arrêter dans son élan. Hein. Contrairement à ce que Akleso dit, je ne pense pas qu'il y aura, parce qu'on a fragilisé d'abord l'opposition n'est plus celle qu'il est pour pouvoir porter sa voix haut. Et de deux, aujourd'hui, le soutien de l'extérieur, même si on tente de le nier, est déjà
une piste ou un argument qu'on peut mettre devant pour montrer qu'il sera instrumentalisé, il sera comme une marionnette qu'on mettra devant pour les intérêts des puissances ou des partenaires qui voudraient l'accompagner dans ce projet machiavélique. Mais de l'autre côté également, les promesses qu'il a faites par rapport à la paix dans l'est de la RD Congo, aujourd'hui sont restées vaines. Il n'y a pas eu de signes tangibles, il n'y a rien qui a... Au contraire, les choses sont multipliées. C'est-à-dire que l'insécurité a toujours secoué ce pays. Et donc, moi, je ne sais pas de quoi de nouveau il va encore proposer au peuple congolais. Mais il faut noter une chose qui est importante, c'est que Tshisekedi, dans sa manœuvre, ne voudrait pas que ce pouvoir qu'il a acquis depuis, je crois que ça fait 2 mandats qu'il a entraîné, le deuxième mandat qu'il a, 8 ans qu'il est, voudrait montrer aux yeux de la communauté internationale qu'il est le président qui a plus redressé le Congo, ou la RD Congo, vers des issues meilleures. Au contraire, par rapport à l'assouvissement de sa vie ou de sa manière de concevoir les choses, je crois que ça ne rime pas avec la réalité du terrain. Mais il faut que Tshisekedi comprenne que cette manœuvre-là qu'il est en train d'orchestrer, ça va passer bien sûr, mais le peuple la RD Congo va toujours sombrer sous encore des menaces des rebelles et ça va encore traîner dans les années à venir. On va passer maintenant au second sujet, c'est le Tchad. Nous allons parler de cette attaque attribuée à Boko Haram, attaque menée contre un camp militaire. L'attaque a fait au moins 24 morts. En tout cas, le bilan a quelque peu évolué. D'autres bilans parlent de 26 morts et plusieurs blessés. Attaque donc, qui est attribuée à la nébuleuse terroriste Boko Haram qui a été perpétrée dans la nuit du 4 mai dernier. À Klesso, ça fait quand même un moment qu'on n'avait plus entendu parler de Boko Haram. Les regards étaient plus tournés vers le JNIM. Pour ce groupe terroriste, c'est une manière de se signaler à nouveau? Je pense qu'ils interviennent quand, à un moment où on n'attend pas. Et je me dis que c'est une sorte de faiblesse pour ceux qui combattent les terroristes et consorts là, de ne pas totalement essayer d'en finir avec eux. Parce que moi, je pensais que Boko Haram n'est plus là-bas, parce que ça n'a plus aussi fait beaucoup d'excursions au niveau de Nigeria aussi, comme ça, à part le problème chrétien qu'on a entendu dernièrement. Là. Donc, moi, c'est ça que je dis. Ce sont des militaires qui viennent à la tête des pays et à leur arrivée, c'est comme si les choses s'envenimaient plus que quand ils n'étaient pas là. Je me rappelle que quand son papa était là, c'est vrai qu'il a été tué sous ce qu'on nous a dit, mais je me rappelle que lui, il allait fréquemment sur le front. Mais quand vous voyez le jeune débit, c'est d'être dans les habits, je ne veux pas dire présidentiels et royaux, et faire des discours, comment dire, motivants, braquer la main que c'est la France. Ouais. Je dis que quand on n'est pas capable, inutile d'essayer d'aller de loin. Parce que les Boko Haram, ça ne fait pas, ce n'est pas hier, leur arrivée, ça ne date pas d'hier. Mais comment se fait-il qu'un militaire ne peut pas avoir une stratégie où il faut contraindre les gens là jusqu'à ce qu'ils abdiquent, mais plutôt qu'au moment où nous pensons que les gens n'ont plus de force, ils surgissent. Moi, je me dis que soit c'est eux-mêmes qui nourrissent également les rebelles, parce que moi, je ne vais pas aller chercher quelqu'un ailleurs, parce que vous ne pouvez pas savoir que vous avez des rebelles à côté et laisser le pays comme il faut. Entre-temps, même, il a essayé même de rendre la vie dure aux opposants du pays. Comment nous appelons, je ne sais même pas où se joue Sucé Masra aujourd'hui. Sucé Masra est en détention. Oui, donc voilà, vous, un pays qui est fréquemment attaqué par les terroristes, le pays là qui doit se construire par la solidarité populaire, où tout le monde doit dire mais il fait d'abord la chasse aux sorcières des opposants, et maintenant, voilà que ça voudrait dire que c'est comme si nos présidents arrivistes se contentent seulement du fauteuil présidentiel, en plus, ils s'en fichent du reste. Parce qu'il a promis qu'il va
fait tout pour... Mais moi, je me dis que ce sont des promesses à l'air parce que il fallait faire tout pour que ça n'ait pas lieu. Comment un groupuscule de terroristes peut chaque fois fatiguer un pays aussi vaste que le Tchad? Ce n'est pas... Tchad, c'est plusieurs fois le Togo. Mais moi, je me dis, quelles sont les stratégies militaires que ces pays... On nous avait même dit que le Tchad aurait presque une meilleure armée parmi les meilleures en Afrique. Mais pourquoi cette intuition à un moment où on pense que cette force s'est affaiblie? Non, c'est pour dire que nos chefs militaires ne foutent rien à la tête du pays et ils n'ont qu'à s'occuper mieux pour la demande du pays. Je pense que tout le monde s'en porterait mieux. Louis Kamako, on est toujours surpris quand même chaque fois qu'on voit une attaque de groupes terroristes contre un camp militaire avec un bilan aussi lourd, alors que le Tchad est en guerre, confronté au terrorisme depuis plusieurs années. Donc les militaires sont supposés être aux aguets. Qu'est-ce qui ne va pas? Non, ce qui ne va pas, c'est que c'est une zone qui s'avère dangereuse pour les militaires tchadiens. Ils le savent. Oui, ils le savent très bien. Et ils se préparent. Et ils ont du répondant aussi. Ils ont du répondant. C'est-à-dire que quand vous voyez que cette zone-là, on parle de la région du Grand Lac, oui. du Grand Lac, que c'est une région de vaste d'eau étendue de marécages. Et parsemée d'îlots. C'est-à-dire qu'elle est située entre le Cameroun, le Nigeria, le Niger, le Tchad. Donc ça veut dire que, et depuis 2009, cette zone-là est devenue un bastion des djihadistes qui habitent aux côtés d'un groupe comme le groupe État islamiste en Afrique. Donc ça veut dire que dans cette partie du Tchad, il y a non seulement Boko Haram, mais il y a également ce groupe rebelle-là qui s'est donc... C'est là où ils résident, ils ont élu domicile là-bas et ils attendent en permanence les militaires. Leur base, c'est là-bas. Et donc, à chaque fois, il y a ces contre-offensives-là que l'armée tchadienne organise, mais qui, jusque-là, n'ont pas toujours eu effet. Parce que quand vous voyez la dernière attaque dans cette zone-là, c'est en 2024, et en réaction, il y a cette opération Bakanis-là qui a été justement mise en place par le maréchal Déby. Et donc, pendant ce temps-là, ils pensaient que le mal était derrière lui. Ils sont peut-être allés dormir sous leur laurier jusqu'à ce que, ces derniers temps, les attaques refassent surface. Ça veut dire tout simplement que le danger guette toujours ces pays-là. C'est pour dire tout simplement que le terrorisme, comme on a l'habitude de le dire, c'est une nébuleuse et c'est une guerre asymétrique parce qu'on ne peut jamais finir avec le terrorisme. Et quand vous voyez, c'est peut-être là, je vais répondre à votre question parce que quand on le dit, les gens pensent qu'on est trop populiste ou qu'on se verse dans ce qu'on peut appeler l'activisme. Mais je pense que c'est malheureusement une réalité. La réalité, c'est que le terrorisme aujourd'hui, il est alimenté et nourri par certaines puissances. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Tous les pays sont conscients de la réalité, que c'est un défi auquel ils font face. Et ils militent énormément pour ça. Dire aujourd'hui qu'ils ne font pas des efforts, je pense que c'est un peu ingrat de notre part. Le Tchad en question, le guide, en fait, comment il s'appelle? Le maréchal Déby. Son père, Itno Déby. C'est presque le même nom. Voilà, a été tué au fond. Et donc, pour le maréchal qui est venu, il a cette façon-là de tout faire pour neutraliser ou bien pour ne plus faire prospérer le terrorisme sur le sol tchadien. Ça veut dire qu'une grande partie du budget de l'État est consacrée à la sécurité. Et donc, ça, on ne peut pas dire que des efforts ne sont pas faits. Si les efforts sont faits, mais à chaque fois, on constate que les terroristes reviennent en nombre, ça veut dire tout simplement que ces terroristes-là aussi ont des soutiens. Ils sont soutenus, ils sont alimentés par quelqu'un qui est quelque part. Donc, c'est pour ça que je dis que ce qu'il faut aujourd'hui, c'est d'arriver à résoudre le problème jusqu'à la racine. C'est-à-dire que chercher peut-être à savoir qui sont ceux-là qui alimentent, bien sûr, qui sont ceux-là qui soutiennent indéniablement ces terroristes-là. Donc, je crois que le problème se résume juste à cela. Mais quand vous voyez, c'est à dessein tout à l'heure que j'ai fait cette situation géographique de la zone où se déroulent les attaques. J'ai parlé du Cameroun, du Niger, du Tchad et du Nigeria. Donc, je crois que ça fait 4 pays
Et ce qu'il y a lieu de faire, quand vous savez que c'est une guerre transfrontalière, parce que les terroristes, parfois quand ils frappent au Tchad, ils peuvent se réfugier au Cameroun, au Niger, selon leur convenance. Et donc, quand vous savez que c'est comme ça, ce qu'il faut, c'est d'organiser peut-être des patrouilles conjointes ou bien des patrouilles organisées pour que quelqu'un frappe, commet le forfait au Tchad et pense qu'il peut se réfugier facilement au Cameroun, que les tests, que les autorités camerounaises permettent en fait aux autorités tchadiennes de venir cueillir en fait les terroristes dans leur pays respectif. Si on ne le fait pas et on pense qu'on peut aller seul, je pense que le problème ne sera jamais résolu. D'accord. Comme Mayaba, la question reste toujours posée. Ce sont des militaires qui sont attaqués, des militaires qui sont au front pour mener cette lutte-là. Comment cela s'explique qu'ils se font surprendre tout le temps et sont aussi lourdement défaits? Allez-y interroger le Mali récemment, le 25 passé. Non, vous comprenez que la situation qui prévaut dans ces régions-là, c'est difficile de l'expliquer. Ce n'est pas parce qu'il y a un manque de volonté politique ou des dirigeants pour contrer ces terroristes. Ces terroristes, je vous dis que c'est un plan calcul. Et puis c'est des gens aussi qui ne sont pas comme ça pour dire que je suis terroriste. Ils ont des motivations, ils ont des soutiens, ils ont aussi leur budget, ils ont tout ce dont ils ont besoin pour pouvoir aller vers ces actes machiavéliques. Aujourd'hui, ce qui est important de savoir, parce que le régime de... comment ils appellent là, Mamad Déby, est confronté à une situation où il pensait, c'est vrai que ce que nous avons vu avec les récents événements qui ont fait pratiquement plus de 26 mois au côté militaire, a amené le gouvernement à instaurer ce que nous appelons l'état d'urgence de 20 jours. Aujourd'hui, il y a un couvre-feu qui est instauré, qu'on va décortiquer. Je ne pense pas que c'est la solution, en fait, comme le disait lui tout à l'heure. Je crois qu'il faut penser à d'autres alternatives, parce que le plan, quand ils ont déjà ourdi le plan par rapport à ce couvre-feu, peut-être que les assaillants aussi sont en train de réfléchir à un autre plan. Moi, je pense qu'il faut aller au-delà de cela pour décortiquer de façon plus profonde ce qui amène les gens à créer ces réseaux-là. Or, c'est des réseaux aujourd'hui, on ne pourra pas dire qu'on en finit avec. C'est comme ce que nous avons connu avec des pandémies qui font leur temps, ça passe, d'autres événements arrivent, puisque le monde connaît un bouleversement sur le plan géopolitique ou sur le plan international, avec l'avènement du terrorisme, avec les guerres Ukraine comment on appelle ça, Russie, actuellement, le trio Iran. Le monde est dans un bouleversement total. Donc, ce qu'il faut s'interroger, c'est que quand on utilise nos propres populations contre nous-mêmes, ça pose un véritable problème, parce que ces assaillants, ces terroristes ne viennent nulle part, même si on le dit que c'est le soutien extérieur. C'est qu'il faut arriver à conscientiser la masse et aller vers une bonne gouvernance, parce que c'est des frustrations. Puisque quand nous parlons des terroristes, les terroristes ne sortent pas comme ça pour aller attaquer des gens, parce qu'il y a des frustrations, il y a une malgouvernance, la richesse n'est pas équitable, c'est-à-dire que la répartition équitable des richesses n'est pas au rendez-vous. Il y a une minorité qui vit dans une position qu'on ne peut pas imaginer, d'autres coupent sous le coup de... Donc, c'est les dirigeants même qui doivent amener, c'est pourquoi je parle des solutions endogènes. Il faut que ces dirigeants pensent à comment des choses pour que la richesse, puisque les gens doivent comprendre que pourquoi est-ce que nous sommes dans un état que c'est d'autres qui sont immensément riches, il n'y a pas une classe moyenne, d'autres sont immensément riches, d'autres... Donc ça pose un véritable problème à telle enseigne que pour résoudre ce problème, il faut aller vers la gouvernance, il faut aller vers les chefs d'État qui sont à la tête pour s'interroger sur ce qui amène les États, enfin les populations ou le peuple à prendre des armes, à aller s'armer et à aller contre les populations. Ce serait difficile. Mais qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas de choix que de prier beaucoup pour que
ces États changent de paradigme en ce qui concerne la gestion des États. Moi, je pense que ça fait partie des causes primaires qu'on a toujours évoquées quand on parle du terrorisme, la mauvaise gouvernance, que les dirigeants n'ont pas cette façon-là de rétablir équitablement les biens de l'État et de la nation. Mais je crois qu'il y a la mauvaise gouvernance un peu partout. Et la mauvaise gouvernance un peu partout. Partout, nous sommes... C'est-à-dire que même les pays que nous soupçonnons aujourd'hui, les dirigeants créent de frustration dans leur pays. Mais ça veut dire qu'il y a la situation là, il y a quelqu'un qui vient en profiter. C'est de ça qu'il est question. C'est pour ça, moi, je dis que le terrorisme, c'est une création humaine. C'est quelqu'un qui l'a créé. Parce qu'on sait à peu près, les groupes dont on parle, on a vu comment ils ont quitté la Libye pour traverser le Sahel. Et quand vous voyez, les gens vous le disent clairement qu'à un moment donné, ou bien au début, c'était le guide libyen, paix à son âme, Kadhafi, qui les contenait, qui essayait de les gérer à sa manière. Maintenant, il n'est plus là, les armes circulent, tout le monde pense qu'il peut être le petit roi dans son coin et on se permet justement de manipuler les jeunes, en fait. C'est aussi ça. Donc, je ne pense pas qu'aujourd'hui, on va toujours continuer par évoquer cette raison-là relative à la malgouvernance ou à la mauvaise gouvernance. Le débat, il a évolué. Nous sommes confrontés, en fait, à des puissances extérieures qui ne veulent pas voir l'Afrique évoluer. C'est de ça qu'il est question. Je pense même que Mayaba l'a évoqué, je ne suis pas d'accord avec lui, parce que ce n'est pas la puissance. Il y a Al-Qaïda, n'est pas en Afrique, n'est pas né en Afrique, mais Al-Qaïda est au Liban. Maintenant, c'est les puissances colonisatrices qui font ça. Oh, Al-Qaïda. Attends. J'ai dit des puissances extérieures. Oui, non, vous avez dit, quand vous parlez de puissances étrangères, on sait de quoi on parle. Attends. Al-Qaïda s'attaque souvent, Hezbollah s'attaque aussi souvent à Israël. Est-ce que ce sont les puissances colonialistes qui l'ont créé? Non. C'est que la réalité, c'est qu'il faut le dire, c'est ce que m'avait dit. Nos chefs fussent leur population, nos présidents fussent leur population. Pour qu'une population puisse combattre, il faut qu'ils aiment leur nation. Et pour aimer la nation, il faut que le pays fasse en sorte que tu l'aimes. Les gens ont fussé déjà. Vous avez suivi les manifestations des Gilets jaunes dans les années 2018-2019? J'ai vu les manifestations des Gilets jaunes. Est-ce qu'après, il y a le terrorisme qui a élu domicile là-bas? C'est pas une sorte de frustration? Non, ce n'est pas ce que les Gilets jaunes demandent. Ils demandent une augmentation plus que cela. Ici, les gens n'ont même pas reçu ça. Les Gilets jaunes... Cette manifestation n'avait pas pour cause la mauvaise gouvernance. Non, ce n'est pas la mauvaise gouvernance. On a augmenté l'âge à la retraite aussi dedans et qu'ils ne sont pas d'accord. Ici, les gens n'atteignent même pas cet âge chez nous. Vous savez, il faut qu'on nuance un peu. Vous savez, quand on parle des réclamations, c'est différent de la mauvaise gouvernance. Parce que des syndicats, ils sont dans leur droit de réclamer. À chaque fois qu'il y a un syndicat, ce n'est pas... Ils ont raison de réclamer. Ils ne voudraient pas dire que... Puisque personne n'est satisfait. Mais ici, nous parlons de la gestion de l'État. Il n'y a rien du tout pour la population. Quand on parle de la corruption, quand on parle du détournement, quand on parle des crimes économiques, ça ne se loge pas dans les revendications syndicales. Bien sûr. Vous voyez, donc, je pense que par rapport à ça, quand un État prend la responsabilité... Quand un État prend la responsabilité de gérer ou de gouverner avec l'assentiment du peuple, enfin, avec l'assentiment du peuple, et que le peuple le voit le sûr dans sa gestion, il y a moins de problèmes qui puissent naître que de peut-être voir les classes qui ne se joignent pas et puis il y a des problèmes. Maintenant, l'autre question, on a vu quand le fils d'Éby est venu au pouvoir, c'est aussi sur la promesse de la lutte contre le terrorisme. En dehors du terrorisme, il faut aussi rappeler que le Tchad est confronté à beaucoup d'attaques de groupes rebelles. Donc c'est sur la promesse de retour à la sécurité, promesse qu'il tarde à concrétiser. Oui, c'est ça. D'abord, tu as déjà évoqué cela, ça a venu. D'ailleurs, il est malvenu. Moi, il faut commencer comme ça. Quelqu'un venu ainsi, moi, je ne peux pas tolérer ça. Chaque peuple africain, chaque État africain qui fait subir tout un poids de maltraitance à sa population, moi, je ne suis pas d'accord. Comment il est venu? C'est normal qu'il ne réussisse pas. Son papa est décédé. Il n'est pas, comment dire, le Messie pour venir faire cela. Et comment on a dû forcer des gens pour l'accepter. C'est comme ça que c'est passé. Les gens peuvent indexer la France ici, mais la France est venue là-bas. Idriss et Emmanuel Macron sont serrés la main parce qu'on l'a cautionné. Vous voyez? Donc, ce n'est pas quand les choses les arrangent qu'ils voient que c'est bon. Et quand non, c'est pas comme ça.
Imagine que tous les Tchadiens étaient unis, les rebelles et consorts. Et aussi, il faut aussi évoquer ça, il ne faut pas confondre les rebelles et les terroristes aussi. Les rebelles sont des gens qui ne sont pas d'accord de la manière dont vous dirigez. Et si vous ne savez pas... Mais qui ont pris des armes aussi. Oui, c'est ce que je dis. Parce que on peut négocier avec les rebelles. Quand ils réclament, et vous les matez chaque fois, vous les emprisonnez, vous les tuez, ça aboutit à ça. Non, ça voudrait dire qu'il y a d'abord réglé le problème avec les rebelles. Maintenant, convaincre la population en s'entend pour dénoncer les terroristes. Quand une population accepte côtoyer avec les terroristes, c'est grave. Ça veut dire que rien ne va au pays. Or, nos chefs là, très souvent, d'abord, vous allez voir qu'ils ont tué peut-être quelqu'un, un proche d'une famille de quelqu'un, et que lui aussi, il devient... Donc, quand les gens là se mêlent souvent aux rebelles consorts, le pays, il y a des failles. Mais il faudrait que nos gouvernants, quand ils viennent, ils fassent ça pour réunir la population. Moi, je ne suis pas d'accord de tout ce que le jeune Déby a fait avec Suissem Masra. Tout ce qu'il a fait, on a dû, d'abord l'élection là même a été remportée par Suissem Masra, d'après les opposants, je ne veux pas dire l'État tchadien. Mais voyez comment il a fait, tout ce qui s'est passé. Donc il a chassé des gens, il a mis d'autres en exil, et vous voulez que la population... Non. Dans un état normal, les gens peuvent le dire, hein, moi je me rappelle qu'au 19e siècle, il y a eu la guerre de sécession aux États-Unis. La guerre de sécession, moi je prends les sécessionnistes comme les rebelles. Mais comment ça a été gagné? Au moins on peut tirer... Comment ça, la population, Abraham Lincoln a dû s'entendre, même s'entendre avec une partie... Pourquoi nos populations, chaque fois, c'est eux qui sont les boucliers humains? Moi je dis que aucun président, et que ce soit coup d'État ou quoi, moi je parle des militaires, il ne peut pas résoudre le problème. Il faudrait que la population aussi participe. Lui, il a évoqué comment dire, les interventions concertées pour les États. On ne peut pas me dire que Tchad, qui a fait au moins 10 à 15 ans de guerre avec le terrorisme, ne maîtrise plus le terrorisme. Les terroristes, on sait là où ils sont, au moins. Et pourquoi ne pas avoir une logique pour aller... moi, je ne suis pas criminel, mais les bombardiers, une bonne fois pour toutes. Donc, je ne parle pas de rebelles, je dis les terroristes. Ouais, parce que les terroristes... Ils ne se regroupent pas au même endroit, c'est une guerre asymétrique. Samuel, on est au XXIe siècle où on a les satellites pour... Si on demande des renseignements précis, on peut les avoir. Vous avez vu, Mayaba l'a évoqué, le 25 avril dernier, plusieurs milliers de personnes ont attaqué plusieurs villes du Mali sans avoir été détectées. Non. Donc, c'est pas comme ça. Ils ont utilisé les contre-offensives. Ils ont aussi les mécanismes pour faire dévisser les choses, c'est tout. Louis Kamako, qu'est-ce qu'on va dire par rapport au Tchad? C'est que le militaire au pouvoir, y compris le militaire au pouvoir et les militaires sur le terrain, n'arrivent pas à faire le job, c'est ça? Oui, c'est ça. Je crois que tu ne te feras pas taper sur les doigts si tu l'affines de la sorte. Parce que quelqu'un l'a dit, faire revenir, en fait, anéantir la capacité de nuisance des terroristes faisait partie des promesses de campagne de Macha Déby. Je crois que c'est d'ailleurs pour cela qu'il a été élu. Donc, et jusque-là, il n'arrive pas à faire le boulot. S'il ne le fait pas, c'est aussi parce que, entre guillemets, il ne fait pas l'unanimité. Parce que s'il n'est pas accompagné par son armée, je ne vois pas comment est-ce qu'il va le faire. Et que quelqu'un l'a souligné tout à l'heure, c'est quelqu'un qui a la paresse, en fait, d'être sur le terrain. Comparativement à ce qu'on a vu dans les pays où les militaires sont au pouvoir, on les voit tout le temps. Moi, il y a un président militaire, il y a un président qui est un homme atterri que je n'ai jamais vu en tenue civile. Tout le temps, quand je le vois, il est entré. Ça veut dire qu'à tout moment, il est prêt pour le combat. C'est en cela qu'on est un modèle. Même son père, il a été tué au front. Ça veut dire que c'est un guerrier. C'est quelqu'un qui est justement prêt à donner sa vie pour la mère patrie tchadienne. Aujourd'hui, vous le voyez souvent, il est en boubou, en blanc, très bien. Blanc en lait, je crois que c'est des choses en réalité qui n'arrangent pas. Maintenant, il ne fait pas le boulot aussi parce que peut-être son dispositif sécuritaire est infiltré. Ouais. Ça veut dire qu'on ne lui fait pas confiance, ça veut dire que lui-même, il est assis sur un fauteuil éjectable. Donc, je crois que là-bas au Tchad, la situation demeure critique, peu importe ce qu'on dit. Et pour terminer là, c'est-à-dire que je voulais juste prendre les uns les autres mots. Si vous pensez que c'est parce que les États en fait, se baignent dans ce qu'on peut appeler la mauvaise gouvernance ou bien ils ne gouvernent pas bien, que c'est ce qui provoque les attaques terroristes, je pense que si on aborde le sujet comme tel, on aura des attaques terroristes dans tous les pays en Afrique chaque jour. Empêche la population de faire. Nous sommes contribués pour regarder ensemble le journal et on revient derrière pour la deuxième partie.